Bonjour, alors mes chers étudiants, bonjour. Alors je suis le professeur Saleh, professeur de votre module thermodynamique mécanique des fluides. Donc là c'est une nouvelle présentation que je viens de vous présenter, dans laquelle on va essayer de faire suivre le cours avec la voix. Donc je pense que cette méthode, j'ai réussi à avoir une application sur Internet qui me permettra de faire cette tâche. Et donc on va étudier le chapitre numéro 3 qui s'intitule l'entropie. Alors là il y a une erreur, l'entropie, le deuxième principe de la thermodynamique et les machines thermiques. Bien évidemment, c'est le chapitre numéro 3, ça vient après le chapitre numéro 1. Et le chapitre numéro 2, je rappelle le chapitre numéro 1, nous avions vu un certain nombre de généralités sur la thermodynamique, et sur le chapitre numéro 2, nous avons vu le système thermodynamique qui est les gaz parfaits. Donc tout ce que nous avons vu sur les deux premiers chapitres sera bien évidemment sera très utile pour nous, pour la suite, pour bien comprendre et suivre les cours qui vont suivre. Voilà. Et donc on va passer à la page, ça c'est la page numéro 1, donc on va passer à la page numéro 2. Alors là c'est des rappels, j'ai appelé ça rappel numéro 1. Et donc tout ça on l'avait vu. Alors pour un gaz parfait, je rappelle les trois fonctions d'état qui sont importantes, l'énergie interne U, l'enthalpie H et l'entropie D de S. D de U c'est toujours égal à CV dt. D de H est toujours égal à Cp dt. Je rappelle que H est égal à I plus PV. P c'est la pression, V c'est le volume, E c'est l'énergie interne. Et D de I c'est égal à la variation élémentaire de la chaleur delta K réversible divisé par T. Le premier principe, donc vous l'avez, D de I est égal à delta K plus delta W, ce qui nous permet d'avoir delta Q. Ça c'est delta Q, c'est pas D de Q, c'est delta Q. C'est égal à Cv dt plus PdV, et delta Q est égal à Cp dt moins VdP. Ce qui nous permet d'avoir ces expressions de D de S. Donc vous avez ici par exemple D de S, on peut l'exprimer en fonction de D de T et D de V, ou bien en fonction de D de T et D de P. Et donc ça nous permettra d'avoir les expressions de D de S. À température constante, ce terme va être égal à 0. À volume constant, ce terme est égal à 0. À pression constante, ce terme va être égal à 0. Je rappelle aussi la relation de Mayer pour un gaz parfait, pour lequel l'équation d'état c'est P fois V est égal à nRT, ou bien petit m fois petit r fois T. Petit r, je rappelle, c'est grand R, la constante des gaz parfaits divisée par la masse molaire des gaz. Gamma étant égal à Cp sur Cv, donc ça nous permet d'avoir Cp moins Cv est égal à nR, c'est la relation de Mayer. N c'était le nombre de moles, et donc on peut donc exprimer Cv est égal à n fois grand R sur gamma moins 1, et Cp est égal à n fois R sur gamma moins 1 fois gamma. On va passer à la page suivante, c'est la page numéro, alors ça c'est la page numéro 2, donc ça va être la page numéro 3. Un deuxième, le rappel numéro 2. Donc vous avez D de S, c'est delta Q réversible sur T. Donc par intégration, on va calculer delta S, S2 moins S1 entre l'état initial 1 et l'état final 2. Donc il suffit de faire l'intégration de ça entre 1 et 2. Donc ce qui nous permet d'avoir ces expressions, nous les avons déjà vues. Alors pour les gaz et les solides, c'est le même C, c'est égal à Cp, C est égal à Cv. Les liquides et les solides, ils sont pratiquement incompressibles. Donc si on exerce une compression, le volume ne change pratiquement pas. Alors que pour les gaz qui sont très très fortement compressibles, delta Q c'est Cv dt plus PdV, ou bien Cp dt moins d de P. Donc ici il y a seulement pour les gaz. Pour les liquides et les solides, il y a seulement un terme en dt, alors que pour les gaz, il y a un dt, mais aussi il y a un d de V, un d de P. Donc si on remplace delta Q ici, on divise par t, ça nous permet d'avoir ceci. Par intégration, donc si on est à volume constant, ce terme il va être égal à 0. Par intégration, on va trouver l'intégrale de ça. Ça va faire log de T2 sur T1. Ensuite, à P constant, ce terme-là il va être égal à 0. Ça nous permet d'avoir delta S est égal à Cp, l'intégrale log de T2 sur T1. À T constante, par exemple, ce terme est égal à 0. Donc, on va avoir un certain log de V2 sur V1. À Q égale à 0, c'est une transformation adiabatique. Donc, si delta K égale à 0,
Vous le voyez ici, ça veut dire d2 est égal à 0, ça veut dire que ici est constant. Et delta est égal à 0, donc par intégration, on va voir ce delta est égal à 0. C'est pour cela qu'on appelle ça une transformation adiabatique, ou bien une transformation qui se fait à entropie constante, donc c'est une transformation isentropique. On va passer à la page numéro 4. Bon, il y a le numéro 4 ici. Donc le paragraphe numéro 1, la transformation réversible. La transformation réversible, si l'équilibre est réalisé à tout instant entre le système et le milieu extérieur, de telle façon qu'il y a une très faible variation des paramètres extérieurs, c'est fait pour inverser le sens de la transformation. Cette transformation est dite réversible. Et donc pour avoir ceci, il faut que la transformation soit très très lente. Donc pour que tous les états intermédiaires entre l'état initial et l'état final soient des états d'équilibre. Donc il faut qu'il soit une transformation très très lente, ou bien ce qu'on appelle aussi une transformation quasi-statique. Un exemple de transformation réversible, vous avez ici le piston, vous avez le système thermodynamique qui est le gaz. Donc si on appuie sur le piston, il va descendre. Donc on va passer de l'état initial ici vers un état final ici. Alors on peut appuyer doucement, mais on peut appuyer aussi rapidement, violemment, brusquement. Si on appuie doucement, donc au départ on va mettre une petite masse ici, ce que vous avez ici, le petit rectangle ici. Donc il va descendre un petit peu. On attend, c'est un état d'équilibre. Ensuite on va placer une autre, ensuite une autre, et une autre, et une autre. Donc on va passer par un certain nombre d'états d'équilibre entre l'état initial et l'état final. C'était une transformation très très lente, c'était une transformation réversible. De façon réciproque, si le piston il arrive ici, donc il suffit de retirer la première masse, il va monter un petit peu. Il suffit de retirer la deuxième masse, il va monter un petit peu, et la troisième, et ainsi de suite. Donc on peut revenir à l'état initial de la même manière que ce que nous avions fait dans l'état dans l'allée, lorsqu'on était parti de là à là. Donc le chemin aller, c'est exactement le chemin retour. Le chemin aller il est très lent, le chemin retour il est très lent. Donc c'est une transformation réversible. À tout instant, la pression dans le récipient est en équilibre avec la pression exercée par le piston. Donc la pression ici des gaz, c'est toujours égal à la pression exercée par le piston. Pourquoi? Parce qu'il est en équilibre. À chaque instant entre l'état initial et l'état final, vous avez le piston, il est en équilibre. Et la relation fondamentale de la dynamique, il dit, si vous avez un équilibre, la somme des forces est égale à 0. Donc la force exercée par le gaz est égale à la force exercée par, en module bien sûr, est égale à la force exercée par le piston, comme il s'agit de la même surface, donc ça veut dire que la pression extérieure est égale à la pression intérieure, à chaque état d'équilibre. On peut faire remonter ou abaisser le piston par retrait. Donc si j'enlève les D2P, il va monter. Et si je rajoute les D2P, il va descendre. Donc par abaisser le piston par retrait ou addition de D2P. D2P, ce sont des masses très très petites. Par exemple, on peut dire 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme. Voilà. Donc ça, c'est la transformation réversible. Alors je vais arrêter là, parce qu'il ne faut pas que je dépasse les 10 mégas.